Je pense que c'est bon. Alors, salam alaikum. Donc, اليوم معنا donc كما عودناكم toujours chaque semaine عندنا un porteur de projet. اليوم معنا Madame Sausan Rizzik, c'est ça? Voilà, c'est cofondatrice de la startup Share ID, c'est ça, Share ID. Voilà, je vous passe la parole, Madame. احكي لنا على البارcours تاعك, les études, le côté professionnel et la startup باش نبداو la présentation. Ouais, bonjour tout le monde. Merci pour ce temps et de m'avoir invité. Moi, je suis Sausan Rizzik, cofondatrice de Share ID. Je suis la CTO, donc je m'occupe de la partie technique d'un projet. Je viens du monde académique parce que j'ai fait une thèse en traitement d'image à l'école centrale de Lyon. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pendant quelques années sur des sujets liés à la cybersécurité et à la biométrie. Et après ces années de travail dans l'industrie, j'ai décidé d'essayer l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai rejoint un programme entrepreneurial qui s'appelle Entrepreneur First, où l'idée, c'est de mettre en contact des gens qui viennent du monde technique comme moi, avec des gens qui ont un background en business. Et c'est là où j'ai rencontré ma cofondatrice, mon associée Sarah, et on a décidé de travailler sur le sujet de l'identité numérique. Donc le fait de vérifier l'identité des gens en ligne et de vérifier à qui on parle quand on est en train de valider une transaction ou créer un compte bancaire par exemple. C'est basé sur le document officiel de la personne, donc passeport, carte d'identité ou autre, et la biométrie de la personne. On est spécialisé en traitement d'image pour le visage, mais ça peut être l'empreinte digitale, ça peut être toute donnée appartenant à cet utilisateur-là. Très bien, c'est-à-dire identité en ligne. معليش فهمي les étudiants. واش يديروا juste. Alors, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on a dans le monde physique. Quand on va voir une banque et on demande qu'on nous crée un compte bancaire, on se présente personnellement et on est physiquement là. Donc l'agent qui nous reçoit, il est sûr que la personne, elle existe. Et en plus, on arrive avec un document d'identité qu'on présente et qui est valide. C'est très facile de voir que c'est un document vrai ou juste un document qu'on a fabriqué rapidement. Dans le monde numérique, on n'a pas cette confiance-là, et on n'a pas cette capacité de vérifier ces informations-là. Donc Share ID permet de faire la même chose dans le monde physique, mais en ligne. Donc au lieu de demander à l'utilisateur de se déplacer et aller à la banque au guichet pour créer un compte bancaire, on veut digitaliser tout ça et rendre possible de présenter un document d'identité et présenter la personne, sa biométrie en ligne. Donc c'est un parcours à 100% digital. Et concrètement, comment ça se passe? En fait, l'utilisateur, il va arriver sur l'application de la banque, par exemple, ou sur la plateforme en ligne de la banque, et il va être redirigé vers la solution de Share ID. On va lui demander de montrer un document d'identité valide, donc la caméra de son téléphone va s'allumer, il va montrer le document, on va lui demander de le bouger, comme ça on voit tous les éléments de sécurité qui sont présents sur un document d'identité, ça nous permet de vérifier que c'est un document d'identité vrai. Et ensuite, la caméra frontale s'allume, donc on switch de caméra, et on demande à l'utilisateur de sourire, de cligner des yeux, de regarder à gauche et à droite. Pourquoi on fait ça? On le fait pour vérifier que c'est la même personne que sur le document d'identité, donc sur la photo, et pour vérifier que c'est pas quelqu'un qui a volé la photo de quelqu'un d'autre et qu'il est en train de la montrer devant la caméra. Ou ça peut être un masque aussi, par exemple, la personne peut porter un masque pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou le type d'attaque qui est le plus grave aujourd'hui à des systèmes comme le nôtre, c'est les deepfakes. Aujourd'hui,
si on a accès à une seule photo de quelqu'un, on peut générer des vidéos de cette personne-là et la faire parler, la faire bouger, et on a l'impression que c'est vraiment cette personne-là. Donc nous, notre IA, elle permet d'analyser la vidéo qu'on enregistre la personne, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une attaque de ce type-là, et à la fin, quand on a vérifié toutes ces informations-là, on peut garantir à la banque ou à notre client que l'utilisateur est un utilisateur légitime, que c'est une personne qui existe vraiment et qu'elle a le droit d'ouvrir un compte ou de valider une transaction ou faire des parties de jeu en ligne. Très bien. يعطيكم الصحة. Bon, donc vos clients sont les banques ou là, pas forcément les banques? Alors, on a beaucoup de use cases, à vrai dire, parce que c'est une solution qui est applicable à beaucoup de domaines. Là où on a besoin de vérifier l'identité des gens, ShareID, elle va être capable de répondre. Donc, ça peut être le domaine des institutions financières, comme les banques, les assurances et tout ce qui est autour. Ça peut être aussi les plateformes de crypto. Aujourd'hui, ils gèrent de l'argent, donc ils sont obligés légalement et juridiquement de vérifier c'est qui ces gens-là qui sont en train d'acheter et de revendre des actions. Ça peut être aussi des acteurs de mobility comme Uber ou un Karim ou un Yassir qui ont besoin de vérifier que le chauffeur qui s'est inscrit sur leur plateforme, c'est un chauffeur qui a un permis valide, qu'il n'est pas en train de donner sa licence de conduire à son cousin ou son ami, parce que ce n'est pas sécurisé et on ne peut pas envoyer un faux chauffeur à une personne, c'est très dangereux. Donc, et les use cases sont interminables. Donc, nous, on essaie de se concentrer sur certains parce qu'on est encore une start-up et on ne peut pas répondre à tous les use cases en même temps. Mais en termes d'application, c'est très, très large. Bon. Donc, vous avez créé la startup quand, madame? On l'a créée en juillet 2020. 2020, d'accord. Oui. Oui. Très bien. Vous avez des clients? Vous avez commencé à avoir des clients? Oui, alors aujourd'hui, ça a mis un peu de temps parce que nous, on est une start-up labellisée Deep Tech. Donc la Deep Tech, c'est toutes les technologies qui sont révolutionnaires et qui vont avoir besoin du temps pour être développées. Donc on est parti on a déposé un brevet au début, mais ça c'est un choix qu'on a fait. Toutes les startups ne sont pas obligées de déposer un brevet, c'est vraiment un truc plus. Et donc, on a travaillé pendant la première année sur notre MVP pour montrer aux premiers clients avec qui on parle à quoi ça va ressembler, cette application à la fin. Et ensuite, dans la suite, on a commencé à embaucher deux ingénieurs pour nous aider à peaufiner notre produit. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des clients qui sont en train de tester et qui sont en train de déployer pour utiliser cette solution. Typiquement, on a des banques, on a aussi des acteurs de mobility, une plateforme de crypto qui utilise nos solutions. Et notre but là maintenant, et c'est pour ça qu'on a clôturé une levée en décembre, c'est de pouvoir embaucher plus de monde pour répondre à plus de features et à plus de demandes dans le marché. Très bien. Donc, باش يفهموا les étudiants, donc de tout MVP, présenter pour les investisseurs, c'est ça? Pour Oui. avoir des levées de fonds. On l'a dit, tout des levées de fonds même avant le MVP. Oui, au début, on a eu des aides, surtout de l'État. On a eu aussi un premier investissement du programme entrepreneurial auquel on a participé. Donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir un petit peu de trésorerie. Pour créer le MVP? Oui. Oui. Exactement. Donc il faut un minimum d'argent quand même pour démarrer parce qu'au début, on ne peut pas tout faire. À un moment, on est obligé de prendre, par exemple, un développeur à mi-temps pour nous faire le site ou pour faire la première version de l'application. Donc, c'est nécessaire un petit peu d'investir le temps
ou l'argent. Ça peut être un des deux. Très bien. Et après, vous avez fait des levées de fonds pour... Oui. On a fait une première levée de fonds avec ce qu'on appelle des business angels. C'est des gens qui investissent à titre personnel, qui ont mis un premier montant, qui nous a permis aussi d'accélérer encore plus et d'avoir un MVP encore plus, plus complet. Et ça, c'était au bout de la première année. Et la dernière levée de fonds qu'on a fait, elle est avec des fonds d'investissement. Il y a quelques business angels, mais c'est principalement avec des fonds d'investissement. C'est typiquement une levée de fonds plus importante avec une prise de part de ces fonds d'investissement. D'accord. Bon, une différence technique, juste pour les étudiants يفهموا, la différence entre business angels ou fonds d'investissement. Alors, les business angels, c'est, encore une fois, c'est des gens qui investissent leur argent personnel. Donc, c'est des gens qui ont réussi dans la vie ou qui sont intéressés par la technologie et ils veulent réutiliser l'argent dans des projets innovants. Donc, ils vont avoir cet investissement vraiment de leur argent personnel. Les fonds d'investissement, c'est des structures qui vont eux-mêmes lever de l'argent auprès de banques ou de LPs et ils vont investir ça, mais c'est des structures, c'est pas des personnes. C'est pas de l'argent personnel des gens, c'est vraiment un business model carrément avec des associés qui vont aller challenger, qui vont aller regarder les bons projets sur le marché, étudier le risque de mettre parce que les montants sont plus importants aussi. On ne peut pas mettre le même montant à titre personnel que lorsque on va avoir un fonds d'investissement. C'est souvent pour demander une somme beaucoup plus importante. Très bien. Ou bien sûr contre un pourcentage de l'entreprise, c'est ça. Que ce soit Exactement. les business angels ou bien les fonds d'investissement. Alors, il y a deux modèles dans l'investissement aujourd'hui. Soit on donne des parts et donc on donne un accès aux parts de l'entreprise directement et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Surtout quand c'est des fonds d'investissement, ils vont vouloir avoir des parts, mais ce n'est pas la seule manière d'investir dans une start-up. On peut investir dans une start-up avec ce qu'on appelle des bons d'investissement ou des bons de souscription. C'est un bon que l'investisseur va recevoir et qui va pouvoir réutiliser à la prochaine levée pour demander des parts. Donc, il ne va pas avoir des parts tout de suite au moment où il va investir, mais ultérieurement, quand la boîte va commencer à prendre de la valeur, quand il y aura une valo fixée, une valorisation. Quelle est la différence entre les deux façons? L'investisseur avec un bon d'investissement, il n'a pas accès aux parts de l'entreprise. Il a une preuve, un bon qu'il a investi. Une promesse comme une promesse. Exactement. C'est un accord entre la start-up et cet investisseur-là. Donc, promesse d'achat, c'est ça. Quelque chose comme ça. Une promesse d'achat à un prix préférentiel. Très bien. Voilà, un prix préférentiel. Exactement. Très bien. Et si la start-up ne marche pas, donc, oui, c'est le risque. C'est ça le principe. Oui, mais ça, c'est le risque aussi que les fonds d'investissement prennent. Tout le monde prend ce risque-là. Très bien. Merci beaucoup. C'est des questions parce que les étudiants, ils sortent bzaf. Bon, CTO, tu es un CTO, c'est-à-dire CTO? C'est Chief Technology Officer. Donc, contrairement à un Chief Executive Officer ou CPO ou CMO, on s'occupe de la partie technologie. Donc, sur la partie développement des algorithmes, s'il y en a, développement du produit, on gère les ingénieurs, on travaille vraiment sur l'implémentation de la solution
plutôt que d'aller essayer, par exemple, de la vendre ou faire du business ou du marketing. C'est pas, ça, c'est typiquement les responsabilités qu'un CEO va avoir. Très bien. Bon, une dernière question avant la présentation. Concernant le brevet, le brevetage, comment ça se Oui. passe le brevetage? Le brevet, nous, c'est un cas particulier, on l'a déposé en Europe, donc il y a une procédure très très claire auprès de l'EPO, c'est l'Office des brevets en Europe. C'est le EPO? Oui, c'est il faut que je retrouve c'est Patent Office, mais European, pardon. European Patent Office. Patent Office. C'est un nom en français aussi, c'est pour ça que je confonds les deux. Les procédures changent d'un pays à un autre et d'une région à une autre. Par exemple, si on a envie de déposer un brevet à l'office américain, ce serait complètement une autre procédure. Nous, on l'a fait en Europe. Il faut rédiger une description de tous les détails de ce qu'on veut breveter. Typiquement, par exemple, nous, on a breveté une manière de vérifier l'identité biométrique de l'utilisateur sans stocker de la donnée sur nos bases de données. Donc, c'est vraiment une manière de gérer cette identité-là avec un système de certificats que l'utilisateur va stocker sur son téléphone et qui va pouvoir partager à chaque fois qu'il a besoin de prouver qui il est. Donc, il y a une phase de rédaction. On envoie cette description à l'Office des brevets. Il y a une relecture et on a une réponse au bout de quelques mois qui nous dit est-ce que c'est vraiment de la nouveauté ou si ils vont vouloir, par exemple, challenger, accepter certaines parties de l'innovation ou pas. Donc, c'est vraiment des étapes à suivre à partir de... et je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, on n'a pas essayé de le faire, mais généralement, c'est très bien décrit sur le site des offices. Très bien. Bon, vous avez breveté l'idée, bien la technique. Nous, on a breveté la technique et la manière dont on gère cette donnée-là. Parce que nous, on acquiert beaucoup de données personnelles. On va acquérir les vidéos du document d'identité, les vidéos du visage de la personne. Donc, c'est beaucoup de données sensibles. Et aujourd'hui, on a le gros challenge des systèmes de vérification de l'identité, c'est comment stocker ces données-là d'une manière sécurisée. Donc, notre brevet, ça couvre vraiment cette manière de envoyer la donnée sensible, la stocker, et ensuite, quand l'utilisateur va vouloir revenir une deuxième fois pour se connecter, comment aller chercher cette donnée-là tout en respectant la vie privée de l'utilisateur. Très bien. Donc, vous avez breveté la manière et pas le code source. Ah non, on n'a pas Très bien, juste la breveté manière. quoi. Très bien. Oui. Bon, quels sont les avantages du brevetage? Pourquoi breveter? Le brevet est censé protéger. Donc, généralement, par définition, si on veut protéger son idée, on dépose un brevet. Sauf que généralement, comment ça se passe dans la vie réelle, hein, c'est que si quelqu'un copie cette technologie-là et qu'il l'utilise pour vendre ou pour faire autre chose, nous, on doit l'attaquer en justice. Sauf que au niveau d'une start-up, on ne va pas avoir les ressources pour aller s'attaquer en justice à une boîte ou une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de protection dans le cadre d'une start-up, mais c'est de la propriété intellectuelle. C'est comme quand on publie un article de recherche, c'est une preuve de solidité de la technologie. C'est de dire on est en train de faire vraiment un truc innovant. D'accord. Très bien. Ça a pris combien de temps pour le brevet, pour avoir le brevet?
Ça a pris 2 ans. 2 ans. Oui. D'accord. On l'a déposé au début, c'était vraiment quand on a créé la boîte et on a eu la réponse il y a peut-être 6 mois. Très bien. Donc, كانوا يبعثوا لكم تبعثوا لهم ولا لا؟ C'est juste تبعثوا تحطوا la demande et vous attendez jusqu'à, c'est-à-dire, Si, il y a beaucoup du retour. d'allers-retours avec l'office et avec les avocats aussi, parce qu'à des moments, on peut avoir recours à des avocats ou à des cabinets qui vont rédiger pour nous. Nous, au début, on a pris un cabinet avec qui on n'a pas continué toute la procédure, mais il y a beaucoup de rédaction aussi, parce que c'est ça qui prend le temps, du temps en vrai, et parce qu'ils ont beaucoup de demandes aussi, donc ça prend du temps et on est obligé d'attendre. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la présentation si vous voulez. Donc, oui. Je partage mon écran Oui. et vous me dites si vous voyez la présentation. J'espère qu'on va la voir sur l'enregistrement ici. Très Vous bien. voyez. Parfait. Oui. Donc moi, le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, comme je suis sur la partie technique chez Raidi, je voulais parler de la construction d'un MVP. Un MVP, c'est un minimal viable product. Ça veut dire c'est le minimum qu'on peut montrer comme produit, que ce soit dans le cadre d'une démonstration ou dans le cadre d'une présentation, par exemple dans un salon, ou quand on parle à un investisseur potentiel ou un client. Donc, c'est typiquement ce qu'on va essayer de construire quand on démarre dans une start-up. C'est vraiment, j'ai une idée, mais je dois aussi montrer à quoi elle va ressembler. Par exemple, si je veux créer une application qui permet de réserver ou de commander à manger en ligne, je construis une application, un MVP, qui a le minimum de ce que mon application va avoir à la fin. Et je voulais surtout parler des erreurs à éviter quand on fait cet MVP-là, parce que c'est généralement les premières choses qu'on construit dans une startup, et donc c'est les choses où on va faire beaucoup d'erreurs. J'ai listé un peu ceux qui reviennent le plus souvent et que j'ai vu, que j'ai fait moi-même. Certains, j'ai fait moi-même et d'autres que j'ai vu faire autour de moi, autour des CTO que j'ai autour de moi. Et la première erreur, à mon avis, qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer de construire un truc très complexe avec beaucoup de features dès le départ. Pourquoi c'est une erreur? C'est d'abord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au début. Si on a une idée, le plus malin à faire, c'est d'aller vite et de montrer cette idée-là et essayer d'en parler autour de nous le plus vite possible. Donc, si on essaye de faire un truc trop complexe, ça va prendre du temps, ça va nous prendre de l'énergie et ça va nous prendre du temps sur ce qu'on peut passer avec des clients ou des gens qui vont être intéressés par notre solution. Donc, faire un truc simple, il ne faut pas que ce soit trop simple non plus parce qu'on a envie de montrer un truc qui donne envie, mais éviter la complexité. Un autre point qui revient souvent, c'est d'essayer de mettre la customisation qu'on a nous en tête. Donc, on va essayer de mettre les couleurs qui nous plaisent à nous, les boutons, le design qui plaît à la personne qui est en train de mettre en place ce MVP. Alors que l'idéal, c'est pas ça. C'est de faire un truc qui peut plaire à beaucoup de monde,
et qui, quand le client ou l'investisseur le voit, peut se projeter et imaginer qu'il peut l'utiliser. C'est indispensable, sinon le client potentiel ou l'investisseur ne va pas adhérer à l'idée facilement. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est couleur, position du texte, police. C'est des détails, mais c'est très important. Un autre point, c'est d'aller commencer à construire ce MVP avant de faire le travail de ce qu'on appelle le business development. Donc, le business, c'est aller regarder sur le marché qu'est-ce qui existe, est-ce que ma solution fait sens, et surtout parler à des gens qui sont experts dans le domaine. Donc, si on pense qu'il y a un pain sur un besoin sur un domaine donné, le mieux, c'est d'aller parler à des experts dans le domaine. Si vous faites une application, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pour livrer de la nourriture, il faut aller parler à des restaurateurs, à des gens qui livrent de la nourriture, à des gens qui ont essayé peut-être de créer une solution dans ce sens. Si vous voulez lancer une application qui répond à un problème des banques, il faut aller parler à des responsables dans les banques ou des gens qui travaillent sur cette tâche-là et qui ont ce problème-là tous les jours. Donc cet échange-là que vous allez avoir, ça va vous mener vers ce qu'on appelle le market product fit. Donc le fait qu'on vérifie que le produit qu'on va construire va trouver sa place sur le marché. Donc cette recherche de marché est très très importante parce que si on construit un MVP avant de faire cette recherche de marché, c'est pareil, c'est une perte de temps. Si ça se trouve, on va jeter tout ça à la poubelle, il va servir à rien et on va pouvoir le vendre à personne. Sur la partie parler à des gens, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême, l'autre extrême, et c'est le point suivant pour moi, c'est de trop écouter les gens. Donc de prendre tous les feedbacks et les retours de ces gens-là trop au sérieux. Même si on va les écouter sérieusement, il faut savoir faire le tri dans ce qu'on va entendre. Parce que nous, par exemple, typiquement, il y a beaucoup de gens qui vont, et vous allez l'entendre, si vous essayez de créer quelque chose, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire ça ne sert à rien, personne ne va l'utiliser. Ou vous allez avoir aussi l'autre extrême qui est c'est génial, il faut une solution comme ça sur le marché. Donc, votre travail, ce serait de faire le tri et de regarder vraiment qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne le fait pas et croiser les avis. Donc, si vous avez beaucoup de gens qui vous disent tel ou tel point sont vrais, il y a probablement une chance que ce soit vrai. Mais si vous avez une ou deux personnes qui vous disent votre produit est génial, peut-être qu'il faut parler à plus de monde. Il y a un truc qui est très bien sur ce point-là et qu'on a eu dans le programme d'entrepreneuriat qu'on a fait, Sarah et moi, c'est ce qu'on appelle le mom test, donc le test de la maman à qui on va parler de notre idée. Et généralement, la maman, elle va avoir tendance à nous dire c'est génial, à nous encourager. Donc, c'est un piège parce que, oui, nos mamans vont vouloir nous aider et nous encourager, mais il ne faut pas écouter que cet avis-là. Il faut aller demander conseil et parler à d'autres personnes qui seraient en dehors de votre cercle proche. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête quand on travaille sur ce MVP-là, c'est toujours se dire si mon MVP est mal fait ou si la base est mal construite, si je veux aller plus loin dans les étapes de mon produit,
je vais perdre du temps. Donc, il faut toujours penser aux étapes suivantes, de construire un truc propre dès le début. Comme ça, vous allez pouvoir le réutiliser, il ne sera pas jeté à la poubelle. Donc, toujours garder en tête que les étapes suivantes, c'est de rajouter des features, de développer plus sur la partie peut-être optimisation. Peut-être que vous allez avoir besoin de répondre plus rapidement à vos clients. Donc, pensez toujours que ce n'est pas juste un MVP pour faire une démonstration, c'est un MVP aussi pour servir comme base pour ce que vous allez construire par la suite. Donc ça, c'était les points, et j'ai sûrement oublié d'autres, mais l'idée est là, c'est de se concentrer sur l'idée, essayer de faire le truc rapidement pour ne pas perdre du temps, de la manière la plus propre possible. C'est la perfection et n'existe pas, mais avoir toujours en tête que c'est le noyau de votre travail pour la suite. Bon, juste une question. Donc, concernant le Don't build one before doing your market research. Donc, il faut faire l'étude de marché avant de faire le MVP. Pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Peut-être que ça ne marchera pas dans d'autres cas où la solution est très claire et obvious, mais nous, ça nous a permis de gagner du temps dans le sens où on a abandonné certaines features parce que en parlant à des gens, on s'est rendu compte que c'est pas ça qui est important pour eux. Typiquement, par exemple, nous, on a essayé de rajouter la partie login sur notre MVP pour dire à ces gens-là à qui on montre la démonstration, pour leur dire, oui, vous pouvez vérifier l'identité des gens une seule fois, mais vous pouvez aussi faire un login avec la donnée biométrique. Et ça, très vite, on a compris en parlant à des gens, et grâce à ça, que c'est un nice to have. C'est après, c'est une étape, une deuxième étape. Merci. Je vais peut-être arrêter le partage comme ça. Ça va. Bon, d'autres questions concernant... bon, donc maintenant vous avez un prototype, bien sûr. Oui. D'accord, un MVP, oui. Est-ce qu'on peut parler du côté technique du MVP? Donc, quel langage, donc ça, oui. Bien sûr. Alors nous, on est à un stade un peu avancé par rapport au MVP. Là, aujourd'hui, on a un produit qui est déployé chez nos clients, donc qui est parti de ce MVP qu'on a construit il y a 2 ans et demi. Au départ, on a commencé par construire un MVP avec du Java. Donc, c'était une application sur Android qui permet d'allumer la caméra du téléphone, enregistrer une vidéo du document d'identité, ensuite allumer la caméra frontale du téléphone, enregistrer une autre vidéo du visage et envoyer tout ça à un backend. Donc ça, c'est l'application a été en Java et c'était que pour Android. Ça ne marche pas, par exemple, sur un iPhone, etc. Et c'est vraiment ce que je disais par rapport à simplifier. Il ne faut pas essayer dès le début de construire un truc qui marche sur toutes les plateformes. Parce que la démonstration, de toute façon, on va la faire sur notre propre téléphone. Et si vous avez un Android, il suffit de faire un truc pour Android. Ensuite, à partir de là, il fallait développer les algorithmes de l'intelligence artificielle et du traitement d'images qui vont analyser ces vidéos et qui vont dire
le document d'identité, il est valide, ils vont dire le visage de la personne, c'est la bonne Côté personne. back-end, c'est ça. C'est ça. Mhm. La partie back-end, on l'a développée en Python, les algorithmes sont en Python. Tout ce qui est machine learning, tout ce qui est deep learning, aujourd'hui, il suffit de maîtriser Python et les frameworks qui sont autour. Et à partir de cette étape, c'est là où on a eu besoin de recruter une personne qui fait du web development, donc qui va construire vraiment ce back-end-là, qui va recevoir des requêtes du front et qui va les envoyer au service de l'IA et qui va répondre aux clients avec le résultat. Donc ça, c'était le premier recrutement. Ensuite, on a pris une personne pour travailler sur les algorithmes de l'IA. Pour la partie back-end, c'est en Node.js. Donc, on est resté sur du Node.js, c'est simple, la personne était très à l'aise avec Node.js. Ensuite, on a pris une personne pour le front-end, donc pour développer cette application qui était un MVP, pour l'améliorer, rajouter les features qui manquaient pour continuer ce développement-là. Et aujourd'hui, on est présent sur toutes les plateformes. On existe, on a Java et Kotlin pour Android, on a Swift et Avec Android Studio. Oui, exactement. Swift pour iPhone. Maintenant, ça tourne sur iPhone. On a une version web avec React.js. Là c'est vraiment, on a eu le temps d'aller sur toutes les plateformes. Très bien. Le back-end, Python, Node.js. Oui, c'est toujours du back-end et du Python. Et par contre, quand on grandit et quand on commence à avoir des clients, il y a du volume qui va arriver aussi. Donc, il y a beaucoup de requêtes par rapport au début. Donc, on a rajouté une partie qui est scaling, donc tout ce qui est DevOps, tout ce qui est... on va monter en charge, on va rajouter les nombres d'instances qui sont sur l'infrastructure. Donc, c'est de l'autoscaling. Mais bon, ça, c'est de la gestion d'infrastructure. Donc, on est resté sur les mêmes technologies pour tout ce qui est développement, mais on a juste adapté notre infrastructure. Très bien. Donc des technologies sur le cloud. Quel cloud? On est présent on a utilisé au début AWS. AWS. Oui. AWS, l'avantage avec eux, c'est qu'ils proposent des offres aux startups avec du crédit où on peut ne pas payer au début. On a un certain montant, on peut utiliser le cloud gratuitement pendant 1 an au début. Donc, on a démarré chez eux pour cette raison-là. C'est un bon fournisseur de cloud qui est très fiable, etc. Après, on a migré chez OVH Cloud, parce que pour des raisons de sécurité, de territorialité, parce qu'encore une fois, comme c'est de la donnée sensible personnelle, on n'a pas le droit de la stocker à l'extérieur de l'Europe. Il faut que ce soit un cloud souverain, validé et certifié par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. OVH est plus cher? OVH est un petit peu plus cher, oui, effectivement. Mais après, on adapte, c'est la partie business model. Quand les clients sont intéressés par une offre OVH, on adapte nos prix aussi. Très bien. Et vos clients payent par transaction, bien c'est un abonnement? C'est un abonnement. Chez nous, c'est un abonnement par utilisateur par mois qui permet à un utilisateur de s'authentifier autant de fois qu'il veut. Donc, il va pouvoir utiliser la solution d'une manière illimitée et être le client facturé au mois, au nombre d'utilisations, avec des paliers, bien sûr, plus le client a des utilisateurs, plus le prix de l'abonnement va baisser.
Donc, l'utilisateur, c'est le client, c'est-à-dire c'est la banque ou bien non, c'est C'est la personne. la personne. D'accord. Oui. Donc, c'est pas la personne qui paye, c'est la banque, Non, bien sûr, qui c'est paye. la banque. Oui, Hmm, exactement. C'est la banque qui paye pour tous ses utilisateurs. d'accord. Parce que quand même, le risque, il est sur la banque. Si la banque se fait, s'il y a une fraude de quelqu'un, c'est le risque. Le risque, elle le prend elle. Donc, et il y a une obligation, bien sûr, légale, réglementaire, de vérifier l'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Donc, on est obligé de savoir qui est cette personne qui a créé le compte chez nous. Donc, c'est pour ça que c'est un modèle B2B, donc business to business. On vend à des banques, à des business, et on ne vend pas à des customers, à des personnes individuelles. Est-ce qu'il demande un agrément pour une application comme celle-là? Est-ce qu'il y a un agrément? Parce que c'est quelque chose de sécurité. Oui, alors il y a des certifications de sécurité, effectivement, mais on n'a pas besoin d'agrément parce que c'est pas l'agrément. On se base quand même sur, on vend à des banques qui sont agréées, mais nous, on est obligé d'être certifié, passer des certificats comme ISO 27001 ou des certificats beaucoup plus spécifiques comme le certificat qui est émis par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle PVID, prestataire de vérification d'identité à distance, qui est un certificat très spécifique aux entreprises qui travaillent sur notre domaine. Donc, c'est un audit de sécurité où on va aller voir comment une solution est développée, comment la donnée est traitée, est-ce que c'est sécurisé ou pas, est-ce que c'est efficace, est-ce que si on met une attaque, elle va passer ou pas. Et au bout de cet audit-là, si on le passe, on est certifié et c'est validé. Très bien. Non, parfait. Bon, je reviens sur les brevets. Le coût d'un brevet. Le coût. شحال ينقى؟ C'est cher. C'est assez cher. Il y a un coût au début, au dépôt, parce que c'est le coût d'étudier le dossier, etc. Je n'ai pas les chiffres exactement. Non, à peu près, juste Oui, ça doit être de l'ordre de 2000 € ici en Europe pour l'Office européen. la demande, le dépôt. Le dépôt, oui. D'accord. 2000. Oui, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'était autour de ça. Et ensuite, il y a des frais annuels de gestion de ce brevet qui peuvent être, je pense que c'est autour de 500-600 € par an. Mais encore une fois, il faut que je vérifie. Et pour le cabinet de rédaction, par exemple? Oui, le cabinet, c'est vraiment, c'est comme c'est une prestation et que chaque cabinet pratique ses propres tarifs. Ça peut être très cher, mais ça peut être aussi pas très cher, surtout pour les startups. Les cabinets essayent parfois de faire des offres pour les startups parce qu'ils savent que c'est le démarrage, on n'a pas encore suffisamment de trésor. Nous, on a payé, oui, pareil, je pense que c'est dans les 2000 € pour la personne qui a géré le dossier. Parfait. Et pour la protection, c'est en Europe? Pour le PO, uniquement en Europe? Oui, c'est pour l'Europe, France et Europe. Parce que la France a son propre office ici, mais ce brevet-là, il couvre toute l'Europe. Très bien. Bon, parfait. Bon, peut-être une dernière question. Donc les remissements fait que des étudiants. Donc, واش تنصحيهم؟ Je ننصحهم de oser, d'y aller, d'essayer, parce que on ne saura jamais sans essayer. Il faut pas hésiter quand on a envie ou quand on a une idée en tête.
il faut la tester, il faut essayer de mettre le temps et l'énergie parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que c'est un investissement. D'essayer de faire les choses bien parce que ça paye toujours. Les choses qu'on fait, qu'on bâcle, qu'on fait à moitié, c'est pas ça qui va. C'est vraiment le travail de mettre vraiment toute son énergie sur un sujet qui va payer à la fin. Et oui, de oser, parce que je sais que venant de la recherche, du monde de la recherche, je sais que on pense pas que c'est possible de monter sa boîte et se lancer et gérer tout ça. Mais il faut savoir que c'est possible et que c'est un conseil aussi que je donne aux gens, c'est mieux d'être deux que de se lancer tout seul. Ça aide beaucoup en termes de motivation, de compétences aussi. Quand on est deux, on a beaucoup de compétences à apporter à cette aventure et de enjoy en fait. C'est vraiment, ça peut être une aventure très 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 cool. Très bien. Bon, mais j'ai une autre question. Donc, juste concernant le parcours TAG, donc dès que tu es licence master, doctorat. Moi, j'ai pas fait de licence, j'ai fait l'ESI. D'accord. Alger. À Alger. Oui. Et quand j'ai fini, j'ai fait une année de master recherche en traitement d'image à l'École centrale de Lyon. Et là-bas, j'ai continué pendant 3 ans à travailler sur une thèse, pareil en traitement d'image. Quand j'ai fini, j'ai soutenu ma thèse. De doctorat. De doctorat, oui, exactement. J'avais le choix de rester dans la recherche, donc devenir enseignant-chercheur, mais j'ai décidé d'aller travailler dans l'industrie. J'étais embauchée par Cisco Systems pour travailler sur des sujets de sécurité et qui sont liés quand même au traitement d'image. Et c'était ma première expérience professionnelle et la seule. Donc il ne faut pas faut pas se dire il faut que je travaille quelques années avant que je puisse me lancer. Non, si on est compétent dans quelque chose, il faut se lancer. Et au bout de 3 ans, j'ai postulé à ce programme d'entrepreneuriat. J'ai été prise et j'ai participé. C'est là où j'ai lancé Shiraidi. Très bien. Bon, merci beaucoup. شكرا على الوقت اللي عطيتيه لنا. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Plaisir. Voilà. شكرا جزيلا. Bon, je pense إذا عندك حاجة تبغي تزيديها sinon. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. لا يعطيك الصحة بالعكس. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. سلامة.